La télé dispense de parler, de penser, elle envahit nos rêves et au matin tout est dissipé. Notre invitée de ce soir est prise au piège car après avoir détruit la télé dans Prime Time, elle est devenue la télé. Une poitrine encorbolée dans une robe châtelaine ou paysanne, une cheville réveillée à descendre d'une diligence, l'épaule découverte de Madame Récamier, des cheveux dénoués qui figureraient l'étendard de quelques révoltes gays. Si légère qu'elle donnerait l'impression à chaque pas de s'en y voler, anywhere out of the world. Courant à travers le monde comme un rasoir ouvert, vampe de science-fiction qui ne crie au loup que pour mieux le connaître. Créature extraordinairement sophistiquée dont tout l'art consiste à paraître naturel et spontané. C'est Louise Brooks qui sur les plateaux d'Hollywood lisait Schopenhauer entre deux prises. Ou c'est encore Lou Andréas Salomé qui comprit que le réel était vide et qu'à défaut de créateur, il faudrait se compromettre avec ces créatures. Mais plutôt que de les décapiter, elle les ferait parler, leur refusant son corps pour mieux diriger leur esprit, se dérobant constamment pour mieux préserver cet espace de création et de liberté que seul lui importait. Un caractère en acier et un culte subtil de la dissonance cultivée, une fausse innocence ou une vraie ingénuité. On parle avec elle comme on en serait un slow en fin d'été. Géraldine Maillet, bonsoir. Bonsoir. Alors, Géraldine Maillet. Quelle entrée. Nous avons fait quelque chose de terrifiant. Oh là. Nous avons lu un de vos livres. Bah oui, je vois ça. Annoté, décortiqué dans les moindres détails. Et ça va pas très bien depuis d'ailleurs. Ça va très mal. Ah oui, je me doute. Je me doute. Hein. 4 personnes se sont tirées trop de trucs des veines. Alors, c'est vrai que votre livre rappelle un peu notre émission. Parce que ça s'appelle End Story. Et c'est l'histoire de gens de 80 ans qu'on met dans une maison et on attend leur mort. Et Vice avait fait un article sur notre émission. Vous avez écrit cette émission où les invités meurent après l'émission. Jonsdal de Brett Tignac. Et j'avais même René Daubaldia, presque mort. Alors, quelle émission vous a inspiré ce livre? Alors, Prime Time, le début de Prime Time, c'est une peine, une blessure narcissique. Je suis en promo pour mon 3e roman. Je suis décommandée le jour de l'émission par Thierry Ardisson. Je reçois un appel de Catherine Barma, la productrice emblématique de Thierry Ardisson, qui me dit « Désolée, il y a trop de place, vous n'êtes plus invitée dans l'émission ». Et là, c'est le choc, c'est le cataclysme. Je pense que je pleure, je le maudis, je suis prête à aller voir même limite quelqu'un pour, je sais pas, lui faire du mal. Hein. Et je décide de me lancer dans l'écriture de Prime Time pour me venger. Et je suis dans ce livre-là, un jeune auteur en mal de succès. Je me planque dans le public et je vais assassiner Thierry Ardisson. Voilà. Et ça, c'est le point de départ de l'écriture de ce livre. Voici Géraldine Maillet. Bravo, bravo, bravo. Géraldine Maillet de Flammarion. Bravo. Quel talent, quel talent. Alors, ce qui est extrêmement drôle, c'est que vous parlez des gens finalement que 15 ans plus tard vous allez côtoyer, et on va voir si ce que vous dites c'est révélé vrai ou faux. Alors, par exemple, Castaldi, parce que le personnage principal du livre c'est Castaldi. Ouais. Vous dites de Castaldi, c'est une belle potiche. Alors, et c'est assez drôle, aurait-il fait les mauvais choix? Pognon, photographe à ses trousses, abonnement au rhinopharyngite, faudra m'expliquer. Comme un acteur, sauf que personne ne rêve d'être Castaldi. C'est juste l'intermédiaire qui vend aux téléspectateurs la bouillie du jour. Est-ce que Castaldi a lu cet extrait? Est-ce qu'il l'aime bien? Je trouve ça scandaleux, ça me révolte, je vous le dis. Alors, est-ce qu'il l'a lu? Je ne pense pas. Son avocat l'a lu. Il ne m'a rien fait supprimer. Et il m'a même dit, son avocat, qui est devenu un ami entre-temps, c'est incroyable, tu ne le connais pas, mais c'est exactement ça. Je pense que Castaldi, en plus, il vient dans l'émission la prochaine fois, donc il sera ravi de l'entendre. Il a fait un très beau livre, d'ailleurs, oui, sur ses grands-parents. c'est pour ça qu'il vient. Donc, c'est une très bonne chose. Et pourquoi un abonnement au rhinopharyngite? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il se mouche, il se mouche beaucoup, par ailleurs, Benjamin Castaldi. Aucun lien avec... Non. À cette époque-là, non, certainement pas. J'aime bien le « à cette époque-là ». En tout cas, il sera le premier à vous parler justement, je pense, de ses dépendances à l'époque. Oui, c'est quelqu'un qui dit, qui est très très transparent avec sa vie, avec ses problèmes d'argent, avec ses problèmes de femme. Donc c'est quelqu'un qui est hyper transparent. Et de dépendance, c'est peu?
De dépendance, il a pu en parler parfois, je pense. Si. Ah oui. Il est festif. Il écrit d'ailleurs vous écrivez dans son livre qu'il déteste les médecins parce qu'il a peur, parce que les médecins ne respectent pas le secret médical. Oui, et ce qui est drôle avec Benjamin, maintenant que je le fréquente quotidiennement, à vrai dire, c'est que je ne savais pas à l'époque, il a un vrai problème avec son poids. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui le hante, qui le mine. Mais il est mince. Je ne suis pas gros. J'ai compris. Je suis un peu enveloppé, mais je ne suis pas gros. Bah oui, et en même temps, il fait la pub comme j'aime. Donc, oui. c'est pas un truc de mince de faire la pub comme j'aime. Avec Comme J'aime, j'ai perdu 10 kilos. Regardez la photo là. Franchement, un sacré changement, non? Donc, c'est quelqu'un qui se touche tout le temps pour vérifier s'il n'y a pas de problème. C'est fort de dire Benjamin Castaldi se touche tout le Oui, temps. c'est vrai, Là, c'est vrai. on a des phrases à mettre en... Donc, il va vérifier, il va dire, t'as vu, donc il va toujours brûler, faire du sport, se mettre au tennis. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui le hante. Et moi, quand je le voyais en tant que simple téléspectatrice à l'époque de Love Story, j'avais l'impression qu'il avait ce rapport un peu compliqué avec son poids. Et comme moi, je connais bien par rapport à la mode les gens qui ont des problèmes compliqués avec leur poids, parce que j'observe bien et je vois qui a un problème par rapport à son poids ou pas, ben, j'avais décelé ça chez lui. Alors, il y a une phrase sublime. Vous dites Benjamin Castaldi, c'est quasiment du liquide, aime les choses simples et authentiques. La mousse du lait, les miettes de pain offertes aux oiseaux, le beurre salé avec le miel. Ouais. Et à quel moment de votre vie on se dit tiens, je vais écrire Benjamin Castaldi aime la mousse du lait? Écoutez, je sais pas, je trouvais que c'était que ça sonnait bien. Je l'imaginais comme ça. Je l'imaginais au petit déjeuner, Benjamin Castaldi. Ouais. J'aime me beurrer la biscotte. Bah, toujours un rapport avec la nourriture. Toujours un rapport avec la nourriture, mais il a un rapport toujours, assez fascinant parce que nous on commence l'émission relativement tôt, vers 19h, on la termine vers 21h15, et en fonction de si je le vois arriver avec son tupperware ou pas, je sais s'il mange avant pour pas avoir à se goinfrer après l'émission. Donc c'est quand même, il est le seul à faire ça en fait. Incroyable. Et alors, il y a un moment de clairvoyance dans le livre incroyable. C'est que vous anticipez la chute de Castaldi. 10 ans avant. Avec 10 ans d'avance. Parce que vous dites... Ouais, c'est incroyable, je suis visionnaire. Vous êtes Nostradamus. Absolument. Le prochain qui chute, c'est qui? Le prochain qui chute, je cherche. Je vais vous le dire avant la fin de l'émission. Cherchez une mauvaise pour remplacer. Oui, on peut le remplacer d'un simple clap. Au moindre faux pas, il peut basculer, et c'est ce qui s'est passé. Oui, en même temps, il est toujours là, et il présente des émissions, il est une sorte de chroniqueur absolument indispensable au dispositif de Cyril. Et finalement, vu de l'intérieur, je trouve que ce qui est le plus dur, c'est de durer. Et malgré tout, il vit de la télé et dans la télé depuis presque deux décennies et demie. Et alors, vous êtes 2 fois Nostradamus. Ah. Puisque vous dites que Castaldi reçoit des lettres de menaces, et vous écrivez « Les familles des chroniqueurs vivent dans l'angoisse ». Et 15 ans plus tard, vous recevez vous avez reçu des lettres de menaces. Ouais. Beaucoup, hein. Ouais, beaucoup. Ouais. Encore une fois, vous, une voyante. Incroyable. Non, mais c'est parce que la télé cristallise tout, hystérise tout. Et encore à l'époque, prime time, il n'y a pas les réseaux sociaux, qui sont encore plus un catalyseur de haine et de dénonciation anonyme. Et comment vous l'avez géré, ça, de recevoir des menaces régulièrement? Dans TPMP, globalement, il y a 2 sujets qui on va dire, qui moi, à mon petit niveau, ont cristallisé toutes les haines et toutes les menaces. C'est dès qu'on parlait des Gilets jaunes. Je pense que cette tenue aujourd'hui est un hommage aux Gilets jaunes. Qui a voulu me péter la gueule. J'avais mis une veste jaune. D'ailleurs, t'es un peu jaune. Et en fait, on a fait un truc génial. C'était un des leaders Gilets jaunes, je ne savais pas qui c'est. C'est-à-dire qu'on l'avait accueilli avec ma copine de l'époque, qui était à moitié à poil, vraiment une émission familiale. Et je lui dis, on vous adore, mais il y a juste un petit truc signé le droit à l'image. Comme ça, et il me dit, évidemment, et la copine à moitié à poil qui commence à me draguer là, et je m'assieds et je dis, bonsoir, vous êtes tombé dans la gueule du loup. Et on fait la pire émission du monde, l'émission la plus méchante au monde, et il a voulu me péter la gueule à la fin de l'émission, et me faire un procès, et il avait signé le droit à l'image, donc il était coincé. Ah mince. Parce qu'on avait découvert que c'était un leader Gilets jaunes, et on avait découvert que c'était le meilleur ami de Soral, et je l'avais dit pendant l'émission. Ah ouais, ça fait beaucoup pour la même personne, du coup. Il y a aussi Balance ton porc, parce que vous aviez lancé Balance ta cochonne. Ah oui, c'est vrai que c'est bien. Quelle cochonne voulez-vous balancer? Non, mais c'est parce qu'en fait, ça a été la mode un peu balance ton porc, et c'est très très important, cette fameuse libération de la parole, mais il faut pas être dupe non plus. Voilà, il y a aussi des cochonnes. Mon cochon préféré, c'est une petite cochonne. Ah, c'est mon épouse. Alors, moi, c'est qui les... voulait me violer.
aussi génial. Ah ouais, vous en avez de la chance. Et alors, vous avez... Ça a une chance? Je sais pas, c'est à vous de me dire, je sais pas. Et alors, c'est qui Vous les voyez qui cochonnes? c'est? Les cochonnes... Non, ben les cochonnes, c'est les jeunes filles qui... C'est les jeunes filles qui vont accepter... qui vont vouloir consommer, en fait. D'accord. Qui- Contre un Non. travail, contre quelque chose? c'est Non, ça, pas du tout, parce qu'elles en ont envie. Ah, d'accord. C'est-à-dire ok. qu'on peut très bien avoir envie sans... voilà, sans... Mais il n'y a pas de jugement de morale ou Ah, de valeur d'accord. là-dessus. Ah, je pensais que hashtag, c'est ça, ma cochonne, c'est ça? Balance ta cochonne. Balance ta Non, cochonne. hashtag ma cochonne, c'est toi. Non, pas du tout. Balance ta cochonne, je pensais que c'était justement pour dénoncer quelque chose, mais cette fois-ci chez les femmes. Non, parce qu'on a fait des clans. On a mis les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Et Mhm. on a définitivement décidé de séparer les deux. Et aujourd'hui, les hommes sont des sortes de prédateurs dangereux Mhm. et les femmes sont forcément des victimes. Et je trouve que c'est pas comme ça qu'on va solutionner Mhm. le problème. On va pas solutionner le problème, si tant est qu'il y en ait un, en nous séparant, mais au contraire en nous rassemblant et en essayant de trouver une solution. Et je pense que dans le rapport amoureux, de séduction, il y a mille possibilités. Et il peut y avoir aussi des cochonnes, en fait. Bien Voilà. sûr. Il n'y a pas forcément des porcs, que des porcs. Alors, Voilà. il y a quand même Ok. un moment dans votre livre très étrange. Est-ce que sincèrement, vous pensez que Michel Drucker peut uriner dans le coin d'un ascenseur en panne, comme dans votre roman? S'il a très envie. Why'd you pee on the plane? You want to pee, you want to make a pee. À quel moment de votre roman, parce que vous vous inspirez quand même de faits réels, vous êtes un peu la Truman Capote, mais à quel Au moins, moment, à minimum. propos de Capote, oui. À quel moment dans l'histoire de, à quel moment on se dit ça, Michel Drucker urine dans un ascenseur en panne. Alors, ce qui me plaisait dans l'image, c'est qu'en fait, je trouve que Michel Drucker, pour moi, c'est le comble du contrôle. Oui. C'est le comble de sorte de... Oh, ta gueule. lisse, mais surtout en fait une sorte de rigueur. Il fait du vélo, c'est un sportif de haut niveau, on sait qu'il est hypocondriaque, il fait tout le temps des tests, des check-ups Trop et bien. tout ça. Donc en fait, je trouvais que ce type sur son canapé rouge, extrêmement, qui a une longévité, enfin ça n'existera plus à la télévision, tout le temps impeccable, avec le cheveu cranté comme il faut, il n'y a rien qui dépasse, même son chien dépasse pas et tout. Je trouvais que tout d'un coup, une sorte de lâcher prise où il peut pas parce qu'il a tellement tout contrôlé toute sa vie que je trouvais que c'était amusant de voir le faire uriner dans un ascenseur. Alors, vous parlez d'Ardisson, et là, il y a une attaque contre Audrey. Vous dites, il aime les bimbos blondes. Ouais. Attaque contre Audrey Crespo-Mara. Ah oui, c'est Ah, un je visionnaire pensais- encore une Visionnaire. fois. Ouais. Mais on a reçu aujourd'hui des grands esprits. Est-ce dans que ce cette livre émission. n'est pas sous-estimé Je finalement? pense, alors, on va parler des chiffres de vente de votre livre. Mais c'est de la merde! Ah, ça doit Parce être que minable. je les ai, c'est terrifiant. Excusez-moi, c'est la fiche 40. Alors, premier livre, vous racontez que ça s'est vendu à 254 exemplaires. Deuxième, 344. Vous êtes... Déjà, ça fait du monde, quand même. Mais c'est des vrais chiffres ou c'est moi qui le dis? C'est vos chiffres. Non, je pense que... Ah, c'est les vrais alors, c'est les JFK? Ah, je vous dirai pas, comme ça. Ah ouais, ah bah, C'est vrai? Non, je pense pas. Je pense que c'est plus quand même. Parce que Christine Boutin Hum. avait vendu Qu'est-ce que le Parti chrétien-démocrate, chef-d'œuvre, Hum. à 38 exemplaires. Et vous êtes en compétition avec Chantal Joanneau, qui avait écrit un livre qui s'appelait Sans tabou pour que s'évanouissent les vagues climato-sceptiques, qui s'était vendu à 303 exemplaires. Ah ouais, comme Pour le quoi... coup, ouais, ça c'est sûr. Mais, C'est devenu un tabou. non, je sais pas si ce sont les vrais chiffres. Je pensais que c'était quand même un peu plus de mémoire, quand même, voire 10 fois plus, mais voilà. Mais ça reste confidentiel malgré tout. Alors, maintenant, si vous ferez un livre, maintenant, ça se vendrait des milliards. Alors, pour revenir à Ardisson, Alors, Ah oui. Audrey, parce qu'à l'époque, Béatrice, sa femme, qui était DJ, brune, Ah, je me très souviens, à piquante, l'époque de Tout le monde en parle. voilà. Donc du coup, je me suis dit que quand il aurait la crise de la cinquantaine, de la soixantaine, il irait forcément vers quelque chose de radicalement différent. Et donc j'ai imaginé une blonde pimpante. Audrey Crespo-Mara. Très clairement. Elle n'existait pas, elle Et vous n'était dites peut-être pas qu'il née à est devenu l'époque. politiquement correct, vous l'attaquez sur ça. Je dis ça dans Prime Time? Oui, parce C'est qu'il bien, m'est... là, on voit que vous l'avez écrit. parce qu'il m'énervait, parce que je le trouvais lâche et parce que ça m'avait vexé qu'il me décommande. Et est-ce que vous en avez parlé avec lui Bah, il m'a invité d'ailleurs pour Prime Time pour en parler. Ah. Et il m'a demandé de lire les passages où je parlais de lui. La seule façon de parler de littérature à la télévision, c'est de la lire.
Waouh. Et alors, il a réagi comment? Il est très Il est très... oui, c'est ça, exactement. C'est son côté SM. Mais il était... il était... ça, c'est à vous, hein, c'est votre émission. Vous faites comme vous voulez. Hein. Les anecdotes, ça dépend de vous. Hein. On n'est pas en direct, je la couperai, je vais vous raconter. Et du coup... Non, mais il m'a invité parce que je pense que c'était Bec BD, mon éditeur, parce que Frédéric avait peut-être insisté, parce que la mise en abîme l'amusait de voir à quel point peut-être c'était un passage hyper important pour un auteur et que le fait de l'avoir annulé, ça m'avait mis dans la panade. Et parce que c'était gratifiant d'être aussi peut-être dans un livre et parce qu'il voulait se faire pardonner, enfin pour toutes ces raisons-là. Bon, l'anecdote coupée au montage, j'avais une copine qui était allée chez c'est très bien, et qui avait raconté dans chaque tiroir chez lui, il y avait des et il demandait... Là, tu coupes, Benjamin. Il demandait à sa femme, à l'époque, d'utiliser des... Ouais, c'est possible, c'est un truc d'impuissant. Mais... On va le garder, oui. Oui, bah, ça sera bien. Le pire, c'est qu'on va le garder. Alors, alors Arthur, vous dites... Comble un vide sentimental avec un smoking Dior, une paire de Berluti et la satisfaction d'avoir plus d'argent que Delarue. C'est vrai que Delarue mort, c'est une vraie satisfaction. Mais c'est vrai ou faux ça? Bah, qu'il a plus d'argent que Delarue. Bah, je pense qu'il a plus d'argent que... Je pense qu'il a une réussite exceptionnelle. Ouais. D'ailleurs, c'est l'avocat d'Arthur qui est le seul à m'avoir fait supprimer quelque chose. Et où est-ce que vous avez fait supprimer? C'était une kippa Gucci. Kippa Cabana. Sur la tête de ma mère, t'es un tueur. Je m'en fais 4000 comme ça. Pourquoi? Antisémitisme? Non, mais c'était un signe ostentatoire de religion qui n'avait pas lieu d'être, en fait. Alors, il y a encore pire dans votre, parce que vous avez anticipé tous tes PNP, parce que vous parlez de Doc Gynéco. Et là, c'est sublime. C'est dingue, ça. Non, mais c'est extraordinaire. C'est impressionnant. Vous connaissez mieux votre livre que vous. Ah bah, ça, c'est sûr. Doc Gynéco fait des baisers de limaces. Alors, est-ce qu'à TPMP, ces baisers sont toujours aussi baveux? Bah déjà, il vient plus. Il Mais était sympa, non, depuis? Il a été à table pratiquement toute l'année dernière. Il était souvent d'ailleurs à ma droite. Que dire sur Doc Gynéco? Vous pouvez passer à la question d'après. Ouais, non, mais c'est quelqu'un qui est à la fois très gentil et complètement perché, quoi, qui est ailleurs, qui est suspendu et qui, ouais, voilà, quand on pense à Ministère amer, à sa période un peu de superbe, ben voilà. Il est quand même sorti avec Christine Angot. Absolument. Je les ai même vus se galocher violemment à un salon du livre. Ah oui? Extraordinaire. C'était limace avant même de le savoir, vous voyez. Parce que pour vous rassurer, Christine Angot, votre éditeur vous dit, Christine Angot a rédigé 7 livres avant de vendre. Est-ce que de parler de Christine Angot, c'est un bon étalon pour se rassurer en littérature? Il y avait une hype à l'époque. Hein. Il faut voir que moi, quand j'écris mes bouquins, Christine Angot, après, elle fait Sujet Angot, Pourquoi le Brésil? Tous les ans, elle décanille des livres et c'est vrai qu'elle est invitée partout, elle reprend les journalistes, on a l'impression qu'on ne dit jamais ce qu'il faut dire, on a l'impression que même quand on lit son livre, on le lit mal. Donc en fait, elle était... Oui, je trouvais qu'elle avait une sorte de rigueur qui, moi, m'intéressait parce que je la trouvais à des années-lumière de la mienne, qui était genre à m'excuser d'être là. Donc voilà. Après, moi, je suis contente d'être à ma place. Il n'y aura peut-être pas de prochain bouquin. Stop. Moi encore, tu choisis. Bah stop. Pourquoi, Christine? Je crois que vraiment, ça m'amuse pas, quoi. Mais pourquoi? On s'amusait bien, nous? Bah moi, non. Il y a une anecdote terrifiante sur Angot, mais je sais pas si on peut la raconter. Sur moi? Non, sur vous, j'ai rien. Non, sur Christine Angot, sur vous, j'ai aucun dossier. Ah bon, bah désolé, hein. Faut demander à Jean-Paul. Ah. Je crois que vous n'avez oublié aucun cliché. En plus, il les inventerait, les dossiers. J'ai un truc drôle sur Jean-Paul avec vous. Ou à Nolo. À Nolo. Non, mais vous pourrez me confirmer ou pas, est-ce que c'est vrai, on raconte dans le milieu, que pourquoi Ruquier a gardé si longtemps Angot comme chroniqueuse en n'est pas couché, alors qu'elle n'était pas tellement dans le rôle, quoi. Qu'en fait, elle aurait menacé si jamais il la gardait, quoi. Ah oui, carrément, vous pensez? Je crois qu'on va avoir 20 procès. Non, je sais pas. Ça... Je sais pas. Je pense qu'elle aurait pu en faire un livre, mais pas... Oui.
Ouais, elle va en faire un livre très bien. Oui, Oui, je pense. Alors, c'est très drôle parce que c'est quasiment des cadavresseries surréalistes que vous faites. On dirait un peu l'héritière de Breton. Bon, la gaffe est souple et sinistre. Evelyne Thomas a des bajoux. Ruquier fait plus jeune que son âge. Fauviel est hautain et speed. Delarue est autoritaire et lunatique. Loana est naïve et déterminée. Oh, alors là c'est pas du tout visionnaire. Hein. Ah non, alors là, on va prendre un par un. La gaffe, les souples. Alors pourquoi la gaffe est souple? Parce que je trouvais que dans son émission Le Big Deal, il avait un côté un peu clown. Bip bip! Bip bip! Bill! Bip bip! Bip bip! Ouais! Un peu acrobate. Et effectivement, visionnaire, quand il a participé à Fort Boyard, alors là je vous parle de programme, j'imagine que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam. Là on pensait parler de fond, on le touche. Non, on le creuse. Et en fait, effectivement, il a un corps un peu, géo-animation au Club Méditerranée, vous voyez. Donc oui, ça bouge. Élastique. Voilà, exactement. Tout à fait. Élastique. Evelyne Thomas a des bajoux, bref. Ruquier. Avouez que vous ne savez même pas qui est Evelyne Thomas. Si. Vite fait. Sûr. Si. C'est mon choix. Ah bah, voyez. Vous faites genre, vous ne touchez pas le fond, mais là, vous l'avez carrément. Vous êtes en forage. Vous savez qu'on m'a proposé de faire 15 téléréalités et j'ai toujours refusé. Ah oui? Ouais. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin d'argent? Non, parce qu'on m'a dit que si on faisait la télé-réalité, on ne peut plus jamais faire de télé après. Bah, c'est vrai. À l'heure actuelle, peut-être il y a 15 ans, non, mais aujourd'hui. Alors, est-ce que. Ben justement, moi, je pense qu'il y a toujours des contre-exemples. Bah, moi, je suis d'accord. Tout dépend ce qu'on en fait. Mais je pense que les contre-exemples sont toujours le fer de lance dans ces métiers-là. Donc, je ne serais pas aussi catégorique que vous. Moi, le truc le plus merveilleux qu'on m'a proposé, je sais pas si on vous demandera ce qu'on vous a proposé de pire, c'est un type qui m'a appelé, qui a dit que il réalise des films. Il dit c'était formidable, je réalise des grands films. Je voudrais que tu sois égérie pour notre boîte de films. J'étais très flatté, c'est génial. C'est film porno? Et c'était Marc Dorcel. Bah oui. Et il voulait que je l'ai tout de suite senti. Marc Dorcel, ah oui, vous avez senti le cul. Mais comment vous avez senti ça? Parce que quand on a des cols roulés comme ça, c'est toujours bizarre. Le dernier qu'on a connu avec un col roulé, c'est Massimo Gargia, donc il faut faire gaffe. Il n'y a pas de secret dans la vie. J'avais cette qualité de l'époque, je veux dire. Malheureusement, je ne l'ai plus. J'avais cette qualité très, très portée, très, très portée. J'aimais beaucoup les sexes. Ah là, mais moi aussi, mais... Bah, c'est bien ce que je dis, c'est bizarre. Alors, pourquoi Faugiel et Hautain et Speed? Parce que dans son émission... Tout le monde dormir. C'était ça son émission? C'est pas plutôt On ne peut pas plaire à tout le monde? Avec Arène Massenet et Guy Carlier à l'époque? Oh, il a dû faire les deux. Sans doute. Et c'était surtout l'époque où il était sur Canal et il décryptait la télévision. Et il avait une sorte de débit mitraillette. On avait l'impression que c'était un ancien bègue qui avait fait de la rééducation et qui avait besoin absolument de syncoper les mots avec beaucoup d'efficacité. Donc je le trouvais speed, voilà. Alors il y a un truc très drôle que vous racontez sur la télé. Vous dites les mauvais sont déplorables, les bons sont médiocres. Il faut être super béton pour marquer les esprits. C'est-à-dire que les gens qui dans la vie sont drôles, à la télé sont 10 fois moins drôles. Bah alors, c'est ça ce qu'il nous dit. Pourquoi les gens du coup à la télé sont en dessous de leur vrai niveau? Parce que d'abord la télé c'est intimidant malgré tout, même si on peut être désinhibé, même si on n'a peut-être pas d'ego et peut-être qu'on est très à l'aise, mais malgré tout voilà. Ensuite c'est principe de répétition où il y a des jours où on est bon et des jours où on est moins bon, et donc finalement la moyenne va faire que on est moins bon que dans son maximum. D'accord, dans la répétition. Dans la répétition. Ici on est dans tout à l'ego. Et que en fait c'est bizarre la télé. Je trouve que c'est une sorte de prisme grossissant, c'est-à-dire que ça va augmenter et ça va stabilo-bosser tous vos mauvais côtés. Et paradoxalement, là où vous devez être forcément bon, ça va être un peu gommé, un peu atténué. Mais pourquoi? Mais je sais pas. Je sais pas. Excellente réponse. Et alors, franchement, je peux pas faire mieux. Depuis le début de l'émission, on n'a pas vu une aussi bonne réponse. Alors la grande question, c'est comment est Hanouna en privé? Puisque si en télévision il est en deçà, qu'est-ce que ça doit être en privé? Ou est-ce qu'il a une vie privée déjà? Est-ce qu'Hanouna en privé ça existe? Oui, ça existe, mais je le connais pas en privé moi. À part que j'ai joué au tennis avec lui, qui joue très bien au tennis. Sinon, il est très de ce que je vois moi quand il n'est pas à l'antenne, il est très consciencieux.
très perfectionniste et très intuitif. Il sent les choses. Hmm. Il serait visionnaire de la télé. Il sent les Ah, choses. il a été visionnaire. Il fait Ouais, des émissions visionnaires. et il invente des émissions dans sa loge. Oui, oui, c'est ça. Et l'émission, il invente, il se renouvelle, s'invente en permanence. Benjamin vous le racontera. Vendredi, il ne savait pas, puisque l'émission qu'il faisait avant, qui s'appelle Apprendre ou à laisser des boîtes, s'est arrêtée à cause du Covid, parce que c'était compliqué. Bref, le vendredi, il ne sait pas quoi faire le lundi à cette heure-là. Le samedi, il réfléchit. Le lundi, à 14h, il lance une émission qui aura lieu le lundi à 18h. Je n'ai jamais vu ça, nulle part. Mais alors, vous disiez que les animateurs sont des beaufs prêts à tuer une vieille dame pour gagner un audimat, ça dispense de parler, de penser, ça envahit nos rêves du matin. Au matin, tout est dissipé. Est-ce que, aujourd'hui, quand vous êtes fait de la télé, vous êtes dans une sorte de schizophrénie ou est-ce que vous avez le syndrome de Stockholm? Les deux, mon capitaine. Non, mais c'est... On dirait des réponses de Normand. Non, mais attendez, en plus je suis toulousaine, donc il n'y a aucun rapport. Mais du coup, alors, donc non, moi je trouve que c'est fascinant la télé parce qu'elle est le reflet de son époque. Et je trouve que c'est toujours bien en tant qu'écrivain, parce que je me considère comme une écrivaine et que j'écris toujours des romans. Toujours. Je trouve que c'est passionnant d'observer son monde de l'intérieur. Plutôt que comme à l'époque dans Prime Time, où même si je regardais la télé et je regardais ma petite lucarne, mais je n'étais pas de l'intérieur. En revanche, d'être à l'intérieur, c'est extraordinaire parce que justement, c'est une sorte de fable sociale avec les égos, avec les gens, avec les profils, avec les névroses des uns, des autres, de la mienne. Et tout ça fait une sorte de cocktail absolument explosif. Vous avez joué dans Premier baiser. Exact. Le King, c'est moi. Justine, tu viens? Une étrangère qui ne parlait pas un mot de français, est-ce que c'était un rôle facile à apprendre? C'était très intimidant. Ah ouais? Ah ouais, à l'époque, arrivé dans les studios à la Plaine Saint-Denis de AB Productions, vous aviez tous les acteurs mais vous êtes beaucoup tous trop jeunes ici, mais... Trop vieux. Trop jeunes. Trop vieux. Non, vous êtes beaucoup trop jeunes, vous n'étiez pas nés. C'était Premier baiser, c'était Hélène et les garçons. Moi, à mon tout petit niveau, il y avait plein de groupies, justement, on parlait. Il y avait plein de groupies qui attendaient, qui cherchaient les acteurs, qui étaient complètement en transe. Et donc, moi, j'avais eu ce petit cachet-là. À l'époque, c'était payé 600 francs la journée de figuration, puisque je n'avais pas à parler. Et j'étais super contente de... C'est là où il y a eu Mallory Nataf? Non, ça, c'était Le miel et les abeilles. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Ah, c'est pas faux. Un autre Souvent à côté de sitcom. la plaque. Ouais. C'était des sitcoms Enfin, de Mallory Nataf, Azoulay. sera toujours plus à côté de la plaque que moi. C'est sûr, mais sauf qu'elle, ça lui plaît. Ah oui? Ouais. Vous la connaissez? Bah oui, c'est des jeunes filles que j'ai toutes plus ou moins croisées à cette époque-là. Il faut dire que Mallory Nataf est SDF. Ouais, mais c'est mystique chez elle. Hein. Ouais, c'est comme Marie Laforêt, vous savez qu'elle a été 2 ans SDF, comme Francis Lalanne. Il a vécu dans la rue. Je savais pas, pour Francis Lalanne. Et il n'a toujours pas de domicile fixe. Très bien. Et c'est un choix. Quand il vous téléphone, je sais pas si vous l'avez déjà vu au téléphone. Non, je l'ai eu sur un plateau et il était particulièrement pénible. La première chose que vous pouvez faire, c'est de mettre votre masque dans les couloirs au lieu de vous balader sans masque. Ça, c'est un traitement précoce. Tout le reste, bah voilà, à partir de là, c'est plus pas Non, Monsieur Francis Lalanne. Monsieur Francis Non, mais Lalanne. Francis. Une chanson, monsieur Lalanne. Bah, quand il vous téléphone, moi il m'appelle, alors il me laisse un message, je rappelle, et là je tombe allô? Et je dis mais qui est là? Il dit je suis une SDF, Francis Lalanne m'a piqué mon téléphone. En fait, il prend des téléphones de gens dans la rue pour téléphoner. Ah oui, c'est original, je savais pas. Et il voulait dormir chez moi, bref. Vous avez été mannequin. Oui. Est-ce qu'on vous a obligé à manger 3 pommes par jour? C'était ma question. Oh, bon, ça va, t'as parlé. Non, mais je préfère répondre à mademoiselle. Donc, du coup, non, on ne m'a pas obligée, je me suis obligée moi-même. Ce qui est assez réjouissant et jouissif quand on est mannequin, c'est se contraindre soi-même. Puisque du coup, on maîtrise son corps, on maîtrise ses formes, et du coup, on se sent conquérante sur les podiums, à parader en faisant une taille 0. Et vous racontez quand même... Ça vous intéresse pas? On s'en fiche. Je sens que ça vous intéresse pas, alors que mademoiselle était captivée. Ah oui, moi j'écoute, moi ça m'intéresse, Voilà. cette discipline. Donc en fait, vous rentrez dans une discipline. Exactement, en fait, c'est une sorte de conditionnement, une sorte de machine de guerre. Et quand vous bossez, à l'époque, moi je bossais pour, je sais pas, Saint-Laurent, Galliano, Alexander McQueen, et que vous rentrez dans les modèles qu'on vous donne, et qu'on vous dit, vous êtes belle, vous êtes désirable et tout ça, il y a quelque chose d'assez jouissif. Et si le prix à en payer, c'est de ne pas manger, eh bien vous mangez pas. D'accord, c'est Et intéressant. est-ce que vous avez vu ces mécanisme. filles de 14 ans de Vladivostok qui sont des chambres de bonne qu'on ramène, que des scouts ramènent de Vladivostok ou de Sibérie, mettent dans des chambres de bonne? Le côté glauque.
Oui, enfin, il n'y a pas que les jeunes filles de Vladivostok qui ont des vies glauques en tant que mannequin. Le truc qui a vraiment basculé dans la mode et que j'ai connu, c'est la chute du mur de Berlin, avec toutes les filles de l'Est qui arrivent et qui sont non pas une main-d'œuvre, mais un corps d'œuvre low cost. Et elles ont donc cassé les prix pour les filles de l'Ouest, qui étaient avant des mannequins privilégiés, les Américaines, les Suédoises, les Danoises, les Norvégiennes. Et du coup, oui, bien sûr, c'était des filles qui n'avaient rien à perdre, et donc elles se bradaient et elles travaillaient pour peu d'argent. Et moi, j'ai écrit beaucoup de bouquins sur la mode, presque top modèle, et le fameux fait divers, Le Monde à ses pieds, où je parle du destin de Ruslana Korchunova, qui était kazakh, et qui s'est suicidée 3 jours avant ses 21 ans de son appartement new-yorkais. Ah ouais. Alors, à propos de New York, Ah une oui. anecdote sublime. Oui, il y a une petite anecdote. Vous avez fait croustillante. l'amour dans un taxi à New York. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte exactement? Je ne sais pas, moi j'ai un taxi, j'ai New York et j'ai vous. Ouais. Et donc? Et on voudrait raconter quel taxi, qui était le chauffeur. Je ne me souviens pas de la plaque d'immatriculation, mais je peux vous dire que c'était une stretch, une limo stretch. Une limousine. Oui, et stretch longue. Oui. Vous voyez, c'est pas une petite limousine, c'est une longue limousine. Très très longue. C'est les limousines qu'on voit parfois à New York, quand vous savez, il y a les banquettes sur les côtés, avec même des bars intégrés. Et c'est un fantasme, ça. Qui était l'homme, il faut que je m'en souvienne. Le 72e. Le 4800e. Non, 72e, c'était l'adresse. Mais non, c'était, on va dire, comment dire, une aventure de jeunesse. Je crois que vous vous en souvenez plus. Si, quand même, je m'en souviens. Ah oui, quand même. J'ai suffisamment de recul sur moi-même pour me souvenir de toutes mes aventures. D'ailleurs, il y en a une qu'il faut raconter qui est assez drôle. Vous racontez dans le bouquin Oui. que Nicolas Ray, oui. le pauvre Nicolas Ray, Oh là là. il a voulu coucher avec vous. Ouais. En découvrant Je pense qu'il a voulu coucher avec tout le monde, surtout, non? Mais est-ce que c'est vous qui lui avez provoqué cette crise cardiaque? Oh, le pauvre. J'ai beaucoup de tendresse pour Nicolas Ray. Quand j'ai écrit mon premier roman, il y avait toute une sorte de jeune garde, de jeunes garçons branchés, pas vraiment beau gosse, mais se pensant beau gosse. Si, il était beau gosse. Alors, il était beau gosse, enfin, c'était pas non plus Georges Clooney. Mais il avait une très haute opinion de ce qu'il pouvait dégager comme bagou, comme phrase, comme répartie, très charmeur. Toute la petite bande de Frédéric. Il y en avait plein comme ça. Il y avait Charles Pépin, le philosophe Charles Pépin. Un règne aussi court que Pépin le Bref. Non, pas du tout, il cartonne. Ah oui, mais alors il y avait qui dans la Vous bande? n'avez peut-être pas fait de fiches. Mes fichistes n'ont pas bossé sur ce Pépin-là. Non, Pépin, il écrit encore beaucoup de bouquins. Mais alors, il y avait qui dans cette bande? Et donc, il y avait qui dans cette bande? À l'époque, il y avait... non, mais il y en a plein qui ont percé. Il y avait David Fonkinos. Ah ben, on le reçoit dans 15 jours. Voilà, que j'adore. Personne ne veut se taper ses livres. Ah bon, pourquoi? Je sais pas. Ils préfèrent dire du Dominique Fernandez. Ah, vous avez des gens bizarres avec vous. Hein. Moi, j'adore David. Et bref. C'est un ami de Nicoletta. C'est pour ça qu'il vient. Ah, aussi. C'est incroyable, tous les gens. En fait, c'est notre émission. Vous savez que ça a été ma berceuse, Nicoletta, quand j'étais petite. Moi aussi. Oh, mamie. Oh, mamie. Et ma grand-mère me le chantait, ça marchait à tous les coups sur moi. Dans mon 5e roman qui s'appelle Acouphènes, c'est un roman autobiographique, le seul que j'ai fait vraiment autobiographique. Et il est mention de Mamie Blue de Nicoletta, chantée par ma grand-mère. C'est un lien. Tout retombe. C'est un lien très très ténu, mais c'est un lien quand même. Non, alors, mais ce qui était... Donc Nicolas Ray. Oui, alors Nicolas Ray, mais il était quand même très beau gosse. Très beau. Oui, et très, enfin... Il avait le prix de Flore, je crois. Le prix de Flore, oui. Et il a fini, ça a été terrible. Du fait que je vais essayer de mourir jeune le plus tard possible. Ouais, moi, en fait, il me suivait, on se suivait, il me recevait dans les émissions. Quand j'ai fait des courts-métrages, j'ai fait un long-métrage avec Julie Gaillet, il m'avait invité dans une émission sur Canal. Il me faisait toujours des papiers un peu très flamboyants, tout en postillon et en même temps beaucoup de tendresse. Moi, je trouve qu'il a beaucoup de talent. Et oui, j'ai appris effectivement qu'il avait morflé. Et ça m'a fait beaucoup de peine. Et quand je l'ai vu, effectivement, ça m'a fait encore plus de peine parce que je trouvais que c'était un homme qui s'était fait beaucoup de mal. Ah, ça, c'est moins qu'on peut dire. Ouais. Mais c'est choquant quand vous n'avez pas vu quelqu'un depuis longtemps et que vous le retrouvez. Ouais. Et j'avais son image qui se juxtaposait. J'espère que ça va mieux. En plus, il a eu un enfant, Nicolas. Il en a eu bien sûr 2. Voilà, 2.
Voilà, la vie est cruelle, ouais. Alors, il y a parce qu'on a une anecdote assez drôle, c'est vous allez nous raconter la rencontre Hollande-Gaillet. Parce que vous êtes très ami Gaillet. Mais j'étais pas là, hein. Non, vous n'étiez pas là, mais qu'est-ce qu'elle vous a raconté? Parce qu'on a eu Séguéla à votre place il y a une semaine qui vous a raconté la rencontre Carla-Sarkozy. Ouais, mais lui, il devait y être, lui. Il est plus dans le feu, du réacteur. Vous êtes très ami avec Julie Gaillet. Ouais, Julie, je la connais depuis très très longtemps. D'accord. On se connaît depuis 20 ans. Même plus maintenant. Et en fait, on s'est rencontrés à l'occasion d'un shooting pour le Vogue français, où on avait demandé à des jeunes femmes de venir pour poser avec leur tenue fétiche. Ah, c'est sympa. Donc, il y avait Elsa Zilberstein, il y avait des comédiennes et Julie Gaillet. C'était quoi cette tenue fétiche? Ben justement, moi, j'avais apporté une très belle tenue de Galliano. Et celle de Julie? En fait, Brigitte Lacombe, la photographe, nous a dit que c'était un prank et que finalement, il fallait qu'on soit nus. Et elle était nue? Bon, c'est toute nue. Il y a des photos de Julie Gaillet de vous nue? Oui, mais finalement, on nous avait laissé un petit voile parce que certaines filles n'étaient pas contentes. Ah oui. Et on est toute une brochette de filles, toutes nues, avec juste un voile. Et il reste des photos partout. On va les retrouver. On les mettra s'il vous plaît, en banderole de l'émission. Mais parce que ces gars racontaient... Avant, après, les gens vont pleurer. Vous avez eu un coup de cœur amical alors? Et on s'est jamais quittés. On s'est suivis comme ça par... dans des bars, des soirées, à l'époque où on pouvait sortir, où il y avait des bars et des soirées et tout ça. Et on ne s'est jamais quittés. Et je me suis toujours dit, si un jour, je voulais toujours réaliser, si un jour je réalise quelque chose, je veux que Julie soit ma muse. Et j'ai réalisé un premier court-métrage que j'ai écrit pour elle, un deuxième, et mon long-métrage que j'ai écrit pour elle. Et on ne s'est jamais quittés. Elle a produit le film de notre ami Antoine de Maximi. C'est avec des pages d'agenda vierge que la vie a des chances de ressembler à une aventure. Lunaire, fou, vif, curieux, flâneur et taquin. Il a échappé à des obus à Beyrouth. Il a été le chauffeur de Pierre Mauroy dans un sous-marin nucléaire. Il a vu des bébés éventrés au Liban. Il a failli mourir d'un coup de fléchette amazonienne. Il est allé au fond de l'océan dans un sous-marin. Il a échappé à des fusillades et des enlèvements. Il a vécu les plus folles aventures au monde et il a créé l'œuvre la plus géniale et mégalomane du monde. J'irai dormir chez vous. Antoine de Maximi, bonsoir. Exactement, et elle a produit mon documentaire que j'ai fait pour TF1 l'année dernière sur la Coupe du Monde de Voilà, femmes. tout à fait. Alors, on voulait vous raconter, parce que est-ce qu'elle vous a raconté, c'est là ce qu'elle nous a raconté, c'est que, comment dire, Carla a pris le téléphone de Sarkozy, a commencé à prendre tout le téléphone et à effacer tous les contacts de Sarkozy. Change ton code PIN. Elle a pris le téléphone, elle a dit celui-là, c'est un con, celui-là, il est marié, je l'efface. Et elle mettait supprimer. Alors, Sarkozy en sueur. Et c'est comme ça qu'il y a eu le coup de foudre. Et à la fin, Carla lui dit t'aurais pas une voiture pour m'accompagner? Sarkozy, j'en ai, il y en a peut-être plusieurs. Ah ouais. Et alors, comment vous imaginez la rencontre avec Gaillet? Dans une autre vie, j'aurais bien aimé être Carla Bruni. Parce que je la trouve fabuleuse. C'est une tueuse. Je trouve qu'elle est incroyable. Je la trouve magnétique, belle, intelligente. Elle sait tout faire. Dès qu'elle dit un truc, c'est bien, c'est chic. C'est décalé. Je trouve qu'elle c'est une sorte de muse moderne, incroyable. Point. Alors, Julie. Alors, Julie, comment vous imaginez, qu'est-ce qu'elle vous a raconté, comment elle vous a annoncé qu'elle était avec François Hollande? Nous tournions ensemble mon premier long métrage qui s'appelle After. Elle était de tous les plans, ça a duré 7 semaines de tournage la nuit à Paris. Je suis partie en montage. Elle était particulièrement belle dans ce film-là parce que j'avais fait blonde platine. Elle avait des mitaines, elle fumait des cigarettes, une sorte entre Gina Rowland et Naomi Watts. Enfin bref, pour moi, c'est la plus belle actrice du cinéma français, donc voilà. Ah oui. Carrément, oui. Et elle a le plus beau nez et le plus beau sourire du cinéma français. Mauvais caractère, mais joli nez. Très joli nez. Tout à fait. Et elle fume d'une manière irrésistible. Moi qui n'ai jamais fumé, vraiment, elle donne vraiment envie de fumer. Quel dommage pourtant fumer des temps. Surtout dans votre travail. Je sais, j'enrage. Mais pas fumer me tue. Je vais réessayer, je vous le promets. Est-ce que d'ailleurs, on pourrait pas dire que Carla Bruni et Julie Gaillet, c'est la rive droite contre la rive gauche, c'est le Cap Ferrat contre le Cap Ferret, c'est la vieille bourgeoisie contre les nouveaux riches? Est-ce qu'on pourrait pas faire une dichotomie? Est-ce que vous aviez préparé ou vous avez une fulgurance là? Non, j'ai une fulgurance. C'est beau, c'est émouvant. Entre les huîtres et les tourteaux. Et oui, vous avez raison. C'est pas mal. C'était pas sur la fiche. Mais on ne commente pas les fulgurances, on les laisse comme ça planer. Voilà. Et donc Julie, après j'étais en montage et on dîne ensemble un soir chez Monsieur Bleu sur les quais.
Et je la sentais toute radieuse. Elle reçoit un appel et il y avait donc son téléphone a sonné. Elle répond. Je la vois toute empourprée et elle prend mon téléphone. Elle m'enlève ma carte SIM, elle enlève ma batterie. Ah bah. Et elle me dit il faut que je te dise quelque chose. C'est tout pour le moment. Et Ah voilà. oui, là c'est le vrai secret là. Voilà. C'est génial. Mm. Et alors vous racontez qu'après vous avez même... Et après, elle me dit qu'il a vu mon film et qu'il a adoré et qu'il a vu à l'Élysée, qu'il a trouvé magnifique. Et après vous racontez un dîner avec Hollande où il y a une phrase sublime, il a repris 3 fois de la saucisse. Non, c'est de la mousse au chocolat, la saucisse que 2. Ah, il a repris 2 fois. on peut la faire la même. Il a repris 2 fois de la saucisse. Ah oui, c'est vrai qu'il avait beaucoup apprécié le dîner de mon mari et de moi. Et comment il est à dîner alors? Il est gourmand. Parce qu'on a reçu. Alors ici, on est un peu l'émission des amis Nicoletta et des ex de François Hollande. Parce qu'on a reçu Travailler, on a reçu Ségolène Royal. Donc comment on commence à le connaître, le personnage? Bah, moi, le peu de fois où je l'ai vu, il a toujours été charmant, très drôle, très bon convive, beaucoup. C'est quelqu'un de très drôle. Hyper drôle, un humour fou, s'intéressant à tout, posant plein de questions. Et à la fois, quand je suis allée dîner chez eux, tout pareil. Et toujours proche de Ségolène? Ah, ça, je sais pas. Une question qui n'était pas prévue. Non, mais ma réponse n'était pas non plus. Hein. Parce que la différence, c'est que Ségolène veut les questions à l'avance. Ah oui? Mais si on vous les avait envoyées, vous ne serez pas venu. Oh, si. Ah oui? Je m'en fous complètement. Moi, vraiment, j'ai rien à cacher, ni voilà. Écoutez, Géraldine Maillet, nous étions ravis. Ben, moi aussi. D'avoir raconté n'importe quoi pendant 1 heure avec vous. Vous, peut-être, pas moi. Mais on ne coupera rien. Mais j'espère bien. Même pas la boîte de nuit SM avec... Mais non, Ah bon, on ça bipera va. le nom. Très bien. Comme ça, après, il y a des milliards de personnes qui Mais veulent vous savez savoir qu'on qui peut c'est. lire sur les lèvres. Ma mère est sourde, elle lit sur les lèvres. J'enverrai voir Ah la oui vidéo. Ouais. Bah, du coup, Les ça lèvres, va. d'où le livre, le film Les lèvres menteuses. Ah, alors là, c'est votre côté col roulé à nouveau qui Ouais. reparle aussi. Le col roulé est très pervers. Oui, absolument. C'est un mélange entre Hugh Defner et Pierre Cornette de Saint-Cyr. Vous allez, voilà, là, effectivement, vous poussez le bouchon très très loin. Voilà. Écoutez, là, on dérape. On dérive. Écoutez, Géraldine Maillet, nous étions ravis de cette émission. Salut et Fadam.